Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'équipe d'Estelle. On va évidemment longuement évoquer la victoire de l'Angleterre face à l'Allemagne, qualification des Anglais pour les quarts de finale. Est-ce que l'Angleterre devient favorite de cet Euro? Et puis bien sûr les Bleus, élimination hier en huitième de finale face à la Suisse. On sera avec notre envoyé spécial auprès de l'équipe de France, Bertrand Latour. Il vient tout juste de rentrer de Bucarest, Bertrand, et il va tout nous raconter. Voilà, est-ce qu'il avait senti, lui, l'échec des Bleus? Et puis surtout, il nous parlera de l'ambiance dans le groupe et surtout dans les tribunes hier lors du huitième de finale face à la Suisse. Ça a été extrêmement chaud entre plusieurs familles, entre plusieurs joueurs également sur la pelouse. Bertrand nous racontera tout ça. Autour de la table, il y a Grégory Hacher, Jérôme Alonso, Thibaut Bézirian, Raphaël Sebaoun, Ludovic Obraniak et Nabil Djellit. On va évidemment commencer tout de suite avec le débrief de ces huitièmes de finale entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et l'Angleterre qui s'est imposée 2-0, Raphaël. Oui, exactement, qui a été ultra efficace en deuxième période. Les Anglais ont cadré 2 fois au but en deuxième période, mais ils ont marqué à 2 reprises. Dans le match, côté allemand, il n'y a eu qu'un seul tir cadré. Il y a eu l'occasion de Müller, mais à côté, pour le joueur allemand, c'était une balle d'égalisation. Et un chiffre intéressant, sur la deuxième période, les Anglais ont remporté 62% des duels. Voilà, donc ils ont vraiment dominé dans ce registre. En revanche, ils ont complètement laissé la possession aux Allemands. 39% de possession en deuxième période pour les Anglais. Et finalement, ils ont procédé par contre. Ils ont été ultra efficaces et ils ont marqué ces 2 buts. Voilà, et l'Angleterre dont on critique souvent la défense qui n'a pas encore encaissé le moindre but depuis le début de cet Euro. Bravo à Southgate pour son coaching. Tout d'abord, Ludovic Obraniak. Oui, il faut le souligner. On en avait parlé à la mi-temps. Comme de par hasard, rentrée de Jack Grealish. Comme de par hasard, jeu dans les petits espaces, juste devant la défense. On attire la défense, on décale côté, on trouve de l'espace et on ouvre le score. La rentrée de Grealish a été vraiment déterminante. À souligner aussi le fait qu'il ne sorte pas Sterling, qui a parfois un côté très énervant, mais qui, depuis le début de cet Euro, est vraiment l'homme fort de cette équipe d'Angleterre. Il a souvent les gens contre lui, mais c'est un garçon qui a du caractère et qui sait s'imposer dans cette équipe. Il en est clairement le leader à l'heure actuelle, puisque 3 buts dans la compétition. Oui, c'est un bon coaching de Southgate. Et le premier but d'Harry Kane, voilà. Oui. Est-ce que le robinet est enfin ouvert? On lui souhaite, en tout cas, s'il ouvre, c'est au bon moment, parce que c'est en huitième de finale, c'est le deuxième tour. C'est un autre tournoi qui démarre, c'est un but décisif qui va lui donner de la confiance. C'est contre l'Allemagne, une équipe contre laquelle, historiquement, l'Angleterre a parfois du mal. Il n'y a pas que les Anglais qui ont du mal contre les Allemands, mais bon, pour ce coup-ci, ce n'est pas les Allemands qui ont gagné à la fin. Il a été... je suis d'accord avec Ludo, c'est-à-dire qu'avec l'entrée de Grealish, ça l'a un petit peu aussi libéré dans sa relation technique aussi avec ses coéquipiers. Il a l'arrivée de ce décalage de la tête dans la surface, alors qu'on l'a vu un petit peu plus participer également au jeu. Il y a du talent, mais il y a aussi des joueurs laborieux dans cette équipe anglaise. Il y a une belle alchimie sur, en tout cas, cette seconde période. Et moi, je trouve que le tableau il est plutôt favorable aux Anglais, mais on en parlera plus tard. Elle est logique, cette victoire, pour vous, Greg Hacher? Oui, parce qu'effectivement, il y a une montée en puissance. On a l'impression qu'ils ont, comme dans un jeu d'échecs, d'abord essayé de maîtriser, de ne pas prendre de risques. Il n'y a pas d'énorme action allemande, à part évidemment la balle d'égalisation de Müller qui, là, pour le coup, on peut partir en prolongation. Sinon, il y a celle de Werner en première période et c'est le seul frappe cadré côté allemand. Celle de Müller, elle est immanquable. Enfin, en vrai. C'est comme Malen avec les Pays-Bas, c'est hallucinant. Le gardien part avant à gauche, donc on se dit, s'il n'a même pas besoin d'ouvrir trop le plat du pied pour la mettre. Après, le gardien doit être trop content, quoi. Quand il se retourne, il dit oh, c'est moi, elle est à côté. Celle de Müller, elle est plus. Ouais, mais il y a un bel arrêt. Là, il est il ouvre le côté à Müller, alors que celle de comment il s'appelle là, Werner, le gardien quand même, il fait un bel arrêt. C'est pas tellement lui qui arrête, c'est le gardien qui l'arrête. Autant il a très bien joué le premier duel face à Werner, autant je trouve qu'il joue très mal le deuxième. Mais oui, c'est pour ça que Müller, c'est immanquable. Il lui donne vraiment la solution. Oui, voilà. Mais en tout cas, moi je constate. En plus des Anglais qui sont... Alors, ils jouent beaucoup à domicile, il n'y aura pas le quart, ça joue. On se plaint du manque d'unité de cet Euro. Pour eux, il y a quand même ce soutien. Quand vous avez 50 000 personnes qui braillent, qui vous encouragent, ça aide. Je constate juste que le fameux groupe de la mort, les 3 qualifiés sont éliminés. Voilà, la France, l'Allemagne et le Portugal. Dans quelle mesure est-ce que le fait de jouer tout de suite un match à la vie et à la mort vous a obligé à vous préparer très tôt pour rentrer dans la compétition, bouffer de l'énergie, de l'influx. Ça, je sais pas, j'ai pas la réponse, je sais pas si quelqu'un pourra la donner, mais en tout cas, c'est une constatation importante. Après, l'Allemagne avait quand même des signaux forts face à la Hongrie. Voilà, ils ont peiné, mais ça a été horrible. Ils se sont vraiment qualifiés au forceps. Donc, à la limite, c'est presque pas une surprise de les voir sortir face à l'Angleterre, Jérôme. Mais pendant longtemps, ils sont même éliminés de la mort. Jusqu'à la 80e et quelques. Voilà, donc après de les voir même tenir contre l'Angleterre, oui. Tactiquement, costaud, voilà, bon. Mais que cette Allemagne-là sorte en 8e,
à Wembley, bon, franchement, on tombe pas de la chaise, quoi. Non, mais là, l'Allemagne est Coupe du Monde éliminée en poule, Ouais. 8e de finale de l'Euro. La fin de règne de Joachim Löw est très compliquée. Ouais, après, bon, voilà, il y aura l'histoire de ce groupe de la mort et puis après l'Angleterre en 8e. Enfin, Pardon, mais c'est pas. sont défaits quand même. Non, mais d'accord, enfin l'Angleterre, c'est pas la Suisse. Vous voyez ce que je veux dire? Totalement. Hier, on perd contre l'Angleterre. Bon, voilà. Oui, Aujourd'hui, c'est. mais enfin, moi, vous avez raison sur l'adversaire. Mais enfin, la réalité, quand vous êtes l'Allemagne, vous faites 2 compétitions majeures, out avant les 8e et éliminé en Alors, ce qui est 8e. étonnant, c'est que quand même, au milieu de ce groupe de la mort, t'as un match fantastique. bien sûr. Voilà. Et là, on se dit, bon, putain, ça y est. Angleterre-Portugal. Ah, le baroud d'honneur. Allemagne-Portugal, pardon. Le baroud d'honneur, Joachim Löw, il va encore nous sortir un dernier coup, un dernier tour du chapeau, tu vois. Et puis après, à ce match contre la Hongrie, ils s'en sortent par miracle. Il faut une belle deuxième mi-temps contre les Bleus aussi. Hein. Oui. Non, mais c'est Très vrai belle que deuxième. finalement, leur phase de groupe, à part la Hongrie, et encore, ils ont failli passer à la trappe du groupe complètement, même. Mais tu te dis, tiens, bon, il y aura une opposition. Et puis, ils proposent rien. Enfin, je veux dire, cette première mi-temps, et à part le face-à-face de Thibaut Werner, ton ami. Donc voilà, cette Allemagne-là, elle est trop irrégulière pour aller loin dans ces taureaux-là. Ah bah là, ils n'iront plus loin, là. Hein. Là, c'est fini, là, pour eux. Mais par contre, les Bah, Anglais, je sais pas si on vous a dit, mais c'est éliminatoire. Il n'y a pas de match retour, Il n'y hein. a pas le repêchage, la consolante. Non, pas de consolation. Exactement. Juste pour en revenir sur la performance défensive de l'Angleterre qui n'a pas encaissé de but en 4 matchs. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'est-à-dire les 4 premiers matchs sans encaisser de but, c'était en 1966 Et ils ont gagné la Coupe du Monde. Et ils ont gagné la Coupe du Et Monde. ouais, leur seul trophée. Voilà. Enfin, je veux dire, Est-ce qu'il faut peut-être y voir un signe? mais peut-être faut-il y voir un signe. Et justement, cela m'amène à vous demander, Ludovic Aubranac, si l'Angleterre devient de facto l'équipe favorite de cet Euro. Et ben, le tableau semblerait plutôt Suède ou Ukraine, en quart. favorable pour nos Alors, je ne amis. sais pas si on peut anglais. voir l'arborescence. Je ne sais pas si on l'a. Alors, le quart de finale, l'arborescence, c'est Suède ou Ukraine, il faut peut-être le rappeler, Suède ou Ukraine, ça ne se jouera pas à Wembley, ça se jouera à Rome. Et ça sera le seul match finalement à l'extérieur des Anglais s'ils vont au bout. Après les demi-finales, et finale, ce sera à Wembley. Demi-finale à Wembley. Et derrière, l'Angleterre, si elle tableau passe incroyable. face à la Suède ou à l'Ukraine, la demi-finale, c'est République tchèque ou Danemark. Tableau incroyable. Non, mais voilà, l'animal de Deschamps Ah non, mais là, s'est les déplacé Anglais, sur Southgate. Là. Non, mais c'est un truc incroyable. Ils Donc, n'ont pas le droit, là. Suède ou Ukraine, bah, nous non plus, on n'est pas le droit hier. Enfin, Là, c'est pas une s'ils histoire de sortent- droit. non, mais Hein. Si au minimum ils sont pas en finale, ils s'en remettent jamais. Oui. Non mais vu le Nous, tableau, on ça- s'en remettra ou pas? nous évidemment parce qu'on a du talent et qu'on va se Mais renouveler. rentre pas dans le piège, là, tu vois bien que c'est un piège. Tu vois bien qu'elle est entrée comme ça avec sa canne à pêche et toi t'es là, t'es expérimenté, te fais pas avoir, il reste 10 jours, lâche pas maintenant là. Bien sûr qu'on Tu s'en me remet. déçois, Nabil. Ah mais moi on me pose une question, je réponds. c'est tout. Alors regarde, c'est fini, ça joue, c'est foutu. Là, en plus ça m'intéressait d'en parler justement. Eh ben allez-y. Non mais déjà ils vont se payer un week-end à Rome tranquille, les Anglais là. Attention à la Suède. Et t'as peur qu'il se fasse des. Non, mais- Mais normalement, si je dis ça, l'Ukraine doit passer. Mais les Anglais, Ouais, mais la Suède quand même. les Anglais, moi je suis pas fan de leur jeu, je vais pas mentir sur ce qu'ils ont montré pour l'instant, j'ai pas été emballé. C'était contre- pas mal là quand même. Deuxième mi-temps, c'est Oui, vrai, mais bah comme oui. l'a signé à juste titre Hugo, dès qu'ils ont mis Grealish, élément clé, une passe clé, ça a un petit peu bonifié leur jeu offensif. C'est vrai qu'ils ont une équipe et une structure d'équipe solide, un état d'esprit également qu'on a pu sûr. remarquer. public. Des joueurs de l'ombre, entre guillemets, au milieu de terrain, ce double pivot, Rice et Phillips. Rice. Voilà, donc bon, voilà, on va dire que Ouais. les ingrédients sont là. Mais là, je suis désolé, il y a un moment, ok, on doit respecter tout le monde peut aller au bout, mais t'es l'Angleterre, c'est-à-dire que t'es l'Angleterre, on te dit, il y a 6 mois ou il y a 3 mois, ton tableau pour arriver en finale de l'Euro, c'est-à-dire Bah, une tu compétition qui est hyper difficile, c'est le Danemark, la République tchèque, la Suède ou l'Ukraine. Bah, Non, et tu signes, t'as gagné Juste gagné au loto. Dans Pinabi, dans cet euro-là où tout le monde s'est tapé 11 000 bornes en une semaine, les mecs, ils vont faire un déplacement à Rome. s'il te Et plaît. Rome, Londres-Rome, ça va. Tu vois, ça va, c'est quand même Non, mais raisonnable. ils À Rome, ils vont hyper faire forts. le 1000 bornes. Non, mais Toi, ça tu va. dis solide, mais moi, je trouve que justement, ils éprouvent les adversaires. Ils ont un tel banc que derrière, ils sont capables d'asphyxier tout le monde. Honnêtement, ils sont demi-finalistes de la Coupe du Monde. Ils sont préparés. Il a beaucoup, on le dit, on le répète, il s'est beaucoup penché sur les matchs du Portugal et de la France. Il a parfaitement compris comment gagner avec une génération de jeunes joueurs. J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'ils puissent pas, à minimal en finale, voire pas remporter l'épreuve. Oui, sachant qu'en plus, de l'autre côté du tableau, par exemple, l'Italie a déjà disputé une prolongation, la Suisse a disputé une prolongation. Donc voilà, pour vous aussi, c'est le favori, l'Angleterre. Moi, je les vois quand même en dessous de la Belgique ou de l'Italie. Mais effectivement. Mais comme la Belgique et l'Italie s'affrontent en quart, Mais en valeur absolue, j'ai du. C'est sûr que maintenant, vu leur tableau, vu qu'ils vont faire demi potentiel et finale potentielle chez eux, un peu logiquement, on pourrait se dire, tiens, la facilité ce soir, là, sur l'instant, de se dire, ah oui, tiens. Mais j'ai du mal à m'emballer pour cette équipe. Alors oui, il y a eu quelques belles phases de jeu, tu l'as dit. T'as totalement raison. Mais j'ai du mal à m'emballer pour cette équipe et je vais aller prendre le contre-pied. Non, j'en fais pas les favoris.
D'accord. Mais Malgré le Mali. Belgique ou Italie pour vous? Ouais, toujours. Ouais. Mais est-ce Et qu'on tu a vois besoin de pas s'enflammer l'Ukraine. Moins. Est-ce qu'on a besoin de s'enflammer? Tu t'étais pas beaucoup enflammé à part le match contre la C'est vrai que vous vous enflammez pas, Jérôme. Tu disais l'équipe de France. Cet euro, j'ai pas ouf en j'ai 2018. du mal à m'enflammer pour cet euro. Ben oui, oui. Mais je vais faire le match jusqu'au bout. Je serai là. Mais écoutez, c'est gentil. Et puis on se dit que là, les matchs, voilà, hier, on a vécu une journée extraordinaire. J'enlève le résultat de la France, mais enfin, qui sortait de l'ordinaire. Depuis que Voilà, c'est élimination directe, c'est quand même plutôt pas mal. c'est mieux. Ah, franchement. C'est mieux. Attention, personne ne parle, attention à l'Espagne. Mais alors, justement, par rapport à ça, eux, ils Deux arrivent manitas masqués. consécutives. je regardais les cotes. Alors, le favori, là, elles sont réactualisées. Ah, C'est très l'Angleterre qui est coté à 3,25. Deuxième, l'Espagne, 3,75. Les Belges ne sont que quatrième, coté à 7. Ils sont derrière l'Italie, coté à 4,50. Mais c'est dingue, c'est que l'Espagne, aujourd'hui, dans l'inconscient peut-être des bookmakers, des gens, est l'outsider numéro 1 de l'Angleterre. Oui, Oui, mais attention. la Alors la Belgique, c'est le choix de Ludo, mais attention. Ah non, parce c'est que- pas le choix, c'est la cote est intéressante. Non, mais la cote est Là, intéressante, mais enfin, il y a Hazard et De Bruyne. C'est pour ça que la cote, elle est- S'ils peuvent pas jouer. Et le Danemark est coté à 9, cinquième Ça position. change tout. S'ils peuvent pas jouer, sans De Bruyne, c'est pas la même équipe. Hein. Vous n'avez pas marqué avec Sans Vermeulen. Eden, hein. Non, mais il faut dire la Vermeulen, vérité. plus contestable. C'est plus dur. C'est extrêmement ouvert. Merci. Eh bien, écoutez, Attendez une porte. j'ai envie de vous dire, une fois qu'on a dit On ça, n'aura pas mieux. Attendez, et je vais vous faire un jeu Fermez le très banc. intéressant. Oui. Une Laporte ouverte. Oh là, non, c'est pas la possible, Puerta, là. on dit La Puerta. depuis le début de cet euro. Thibaut Vézirian, est-ce qu'on est heureux de la victoire de l'Angleterre sur les réseaux sociaux? Franchement, près d'1 million de tweets. Donc ça a été déchaînement, allemand, anglais. C'est énorme. Le résumé de la première période, c'était ça. Alors c'était un duel Harry Kane, Timo Werner, sous oui. forme d'octogone, avec une composition d'équipe revisitée, avec, vous voyez, Kane et Werner, et puis le reste, hein, voilà, on se met autour et on regarde les actions manquées ou le jeu fantomatique. Donc sur les réseaux, on nous demandait que ça, Monsieur Southgate, on veut les voir, Foden et Grealish. On a eu Grealish. On a vu le jeu anglais changer, se métamorphoser et aller beaucoup mieux. D'ailleurs, il y en a un qui a tout de suite senti la fin. Il l'a senti, Joachim Löw, il a senti quelque chose. On s'est dit que le groupe de la mort allait être décimé petit à petit. Voilà, et à l'arrivée, eh bien terminé de Kroos, de Benzema, de Cristiano Ah oui. Ronaldo. C'est fini. D'ailleurs, il l'a dit, quel goût la défaite? Ça a le goût d'un au revoir. Le au revoir de Müller. Müller qui est fidèle lui-même sur les réseaux et ça tourne en boucle. Est-ce qu'on a le son de l'allemand qui parle français? Bon, il dit au revoir de toute façon. Oui, voilà, c'est simple. C'est cet accent sympathique. En effet, Müller, son face-à-face caricaturé en mode Werner sur les réseaux. Voilà, Werner qui venait de sortir, mais qui en a pris pour son grade au passage, bien sûr, après son occasion ratée de la première période. À l'arrivée, un homme ressort de cette mi-temps, deuxième mi-temps, et de cette victoire anglaise. C'est Jack Grealish qui a encore éclaboussé de sa classe la partie du match où il est rentré. Et un autre joueur aussi qu'on a appelé Choberto Carlos, Luke Shaw, qui a été brillant aussi sur son côté gauche. Ça lui va plutôt pas mal. Lui aussi, il a marqué les esprits. Mais Harry Kane ou Sterling totalisent à eux deux plus de 400 000 tweets sur les 1 million. Donc ils ont énormément aussi fait parler. Le but d'Harry Kane d'un côté et le but de Sterling. Allez, dans un instant, on parle bien sûr de l'élimination de l'équipe de France. Hier, en 8e de finale de l'Euro face à la Suisse, on sera avec Bertrand Latour. C'est notre envoyé spécial auprès des Bleus ces dernières semaines. Bertrand Latour viendra nous raconter pourquoi la France a échoué. Il nous racontera également les coulisses des Bleus, l'ambiance moyenne sur le terrain et encore plus moyenne en tribune. Ce sera dans un instant. À tout de suite. On est de retour sur le plateau de l'équipe d'Estelle avec toute la bande. On va essayer de comprendre maintenant pourquoi l'équipe de France a été éliminée prématurément hier en 8e de finale de l'Euro. Élimination au tir au but face à la Suisse. Et pour comprendre cette élimination, eh bien, on va recevoir sur ce plateau l'homme qui nous a fait vibrer ces dernières semaines, l'homme qui était auprès des Bleus dans les coulisses de l'équipe de France. C'est notre envoyé spécial Bertrand Latour. Quelle déception. Allez un peu plus vite quand même, Bertrand. Je suis dégoûté. Vous êtes dégoûté? Vous êtes parmi encore? Ah non, pas du tout. Et puis là, si vous voyez, la pluie à Charles de Gaulle, alors qu'on a eu 30 degrés pendant 3 semaines. D'accord, là, enfin, je veux dire, c'est pas pour avoir la météo que je vous ai invité. Et bref, tout ça pour dire que j'étais bien à Bucarest. Quoi. Non mais justement, j'allais vous demander, mais franchement, est-ce que vous, Bertrand, parce que tout à l'heure on s'est demandé s'il n'y avait pas des signes un petit peu, des signaux qui auraient dû nous alerter, etc. Est-ce que hier vous êtes totalement tombé des nues? Ou est-ce que quand même il y avait une petite musique qui vous disait attention, il y a 2-3 trucs qui me chiffonnent? Franchement, il y avait quand même peu de gens qui imaginaient que la France se fasse sortir par les Suisses. Et quand il y a 3-1 à la 80e, même si le match avait été très poussif, surtout en première période,
on se disait encore, justement, Loris qui sort le péno, c'est le tournant, la résilience, cette équipe ne faillit jamais. Et après, c'est le trou noir. Oui, il y avait des incertitudes sur le 3-5-2, est-ce que c'est le bon système ou non. Il y avait un certain nombre de blessés, mais on se disait que cette équipe de France avait de la marge. Perdre contre les Espagnols, ça pouvait s'entendre. Mais face aux Suisses, c'était quand même c'était la grosse cote, quoi. Après, on se disait, notamment Jérôme Alonso tout à l'heure, Raphaël faisait un peu une revue de tous les petits incidents qui ont émaillé le parcours des Bleus dans cet Euro. La bisbille Mbappé et Giroud, le changement de défense en cours d'Euro par Didier Deschamps. Pour aller au bout, alors effectivement, le match de la Suisse, mais pour aller au bout, on se disait, est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup? Parce que quand il arrive tout ça, effectivement, et Bertrand l'a vécu encore plus près que nous, mais ça pioche beaucoup quand même. C'est beaucoup d'énergie parfois dépensée pour rien. Je pense, alors j'ai jamais vécu une aventure d'un mois à ce niveau-là, mais même dans un vestiaire, quand tu pars en stage un mois et que parfois il y a des histoires, des égos, voilà, la fatigue, les blessures, la chance qui tourne un petit peu, enfin voilà, ces choses-là. Tu peux te dire à un moment donné, peut-être que celui-là on ne le gagnera pas. Mais effectivement, contre la Suisse et à 3-1, et c'est un petit peu nous. Si tu n'as pas vu l'émission, ce qui en ressortait, c'est que tu as raison dans le sens où 3-1, 80e, tu n'as pas le droit. Ouais. Voilà, c'est un peu ça qui en ressortait. Mais sur la France, aurait pu. Après ce match, il y avait l'Espagne. Oui, ils avaient encore pété Coman. Voilà, bien tu sûr. vois, donc c'était plus sur ça. Benzema était sorti aussi sur blessure, manifestement. Voilà. Donc voilà, il y a eu énormément de blessés. Ça veut dire, tous ces blessés, on n'est pas habitué, quoi. D'habitude, on a tendance à dire l'équipe de France, c'est toujours l'équipe la mieux préparée avant les grandes compétitions. Et là, voilà, ça a pété de tous les côtés. Ça veut dire que la préparation physique, elle n'était pas bonne. C'est très difficile, Estelle, d'être définitif là-dessus, mais je pense qu'il va y avoir une vraie réflexion à avoir du staff de l'équipe de France, parce qu'il ne peut pas y avoir autant de blessés et que ce soit totalement un hasard. Et des blessures musculaires notamment, c'est parti de Dembélé, puis ensuite ça a été un enchaînement permanent. Lucas Hernandez, on l'a dit très tôt dans la préparation, il a été souvent ménagé. Parfois, il n'a pas pu faire les séances d'entraînement, parfois il les a écourtées. Sur les 2 matchs amicaux, il est sorti à la 45e. Et après, donc Lucas, c'est pas très bien, donc tu fais rentrer Digne, il est pas assez échauffé, il se pète. Donc c'est vrai que c'est tout un tas de mauvaises décisions qui s'enchaînent et qui sont lourdes de conséquences. Il y a eu un paramètre qui était important, c'est que il faisait très chaud tout le temps. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé dans la préparation et ensuite, que ce soit à Bucarest. C'est difficile pour moi de dire qu'ils ont trop travaillé. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé. Et il y a des joueurs qui nous disaient qu'ils étaient fatigués. Mais alors après, est-ce que c'est aussi le moyen d'être en forme? La barrière, elle est ténue. Le préparateur physique Cyril Moine, c'est son métier, c'est pas le mien. Mais il faut quand même poser une analyse après ce qui s'est passé. Et je crois assez peu au hasard dans le sport de haut niveau. Donc il y a une réflexion à mener. Également aussi la vie dans le groupe, enfin, le bien-être des joueurs. Et je sais que ça a été difficile pour eux. L'équipe de France a été l'équipe qui a respecté la bulle sanitaire le plus stricte. Et les joueurs l'ont mal vécu. Les joueurs très vite ont demandé à pouvoir voir leur famille, voir de l'entourage, voir du monde. Et ils ont vu les Belges, les Suisses hier avant le match, ils se sont baladés en ville. Les Italiens, ils ont vu leur famille. Les Espagnols aussi. Et eux, ils disaient, mais en plus le choix. Là, ils vont pouvoir les voir. Là, ils vont pouvoir les voir. Le choix des hôtels, c'est anodin. Mais à chaque fois, il y a des hôtels en ville. Il n'y avait pas d'espace vert pour pouvoir un peu se balader, etc. Ça, c'est dur. Non mais Greg, ça compte. Mais si, c'est hyper important. C'est 25 mecs entre 20 et 30 ans. Tout à fait. Ils sont les uns sur les autres en permanence. Ils voient d'autres joueurs qui voient leur compagne, etc. À 3-1, 80e, c'est pas parce qu'ils n'ont pas vu leur compagne qu'ils n'arrivent pas à... Mais c'est un tout, Greg, c'est pas juste ça. Oui, mais tout mis bout à bout. On en revient toujours à la même chose. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, tu l'as vécu de près, et c'est un pèse. super témoignage. Mais une fois de plus, s'ils sont juste un peu plus rigoureux et professionnels hier à ce moment-là, on parlerait pas de ça ce soir. Et ça, Greg, après, c'est l'histoire du foot. Bien mais sûr. C'est pas que la préparation physique, c'est pas que parce qu'ils n'ont pas vu leur femme, c'est pas que parce que les hôtels étaient pas bons, c'est pas que parce que Benzema est revenu et que ça a créé des problèmes d'équilibre dans le groupe. Mais à force d'aligner les choses, à la fin, tu t'aperçois que tu te fais farcir. Voilà. Est-ce que le peu de turnover, ça a aussi un petit peu... Bien sûr. Parce qu'on est quand même dans un groupe énergivore. On a vu que les 3 venaient de se faire éliminer. Donc la France, l'Allemagne, le Portugal. Est-ce que face au Portugal, c'était une tendance qui était défendue par certains, notamment aussi pour concerner et impliquer certains joueurs qui auraient peut-être été moins à bout nerveusement. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas joué une minute. Voilà. Il y a 21 joueurs sur 26 qui ont été utilisés par Didier Deschamps. Là, c'est facile de refaire le truc et tout, mais on a le droit de poser la question. D'accord. Est-ce qu'il ne fallait pas faire tourner plus largement face au Portugal, d'autant qu'on était qualifié? Oui, l'histoire te donne raison et le match de Clément... Non mais bien sûr, l'histoire te donne raison, le match de Clément Lenglet te donne raison.
On peut penser ce qu'on veut de Clément Lenglet. Mais hier, on n'a pas vu le meilleur de Clément Lenglet. Mais Clément Lenglet, il est dans une situation, ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué. Le staff a peu, pour ainsi dire, pas parlé à tous les remplaçants, ceux qui jouaient très peu. Donc ils se sont sentis délaissés. Donc au niveau de la confiance, c'est difficile. Surtout qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de loisirs, enfin d'extra sportifs, si je comprends bien. Donc, en plus, cumulé à ça, c'est difficile. pour ceux qui jouent ça rumine, quoi, en fait, c'est ça. Quoi. Juste hier, on a vu une discussion assez animée, hein, tout d'abord entre Kingsley Coman et Le Gall, dont j'ai oublié le prénom, et puis ensuite avec Deschamps. On sait que Coman, il a été remplaçant, il a fait 2 entrées en jeu, beaucoup le réclamaient comme titulaire. Est-ce que ça aussi, ça a été une situation qui a été difficile à gérer pour Coman, qui est quand même titulaire avec le Bayern, quoi. Il a eu une grande frustration tout au long de la compétition. Il a essayé de la garder pour lui, mais forcément que c'est difficile. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que sa réaction de vouloir absolument rester sur le terrain, elle est aussi liée au fait qu'il a tellement peu joué que quand il y est, il n'avait pas envie d'en partir. C'est une forme d'égoïsme, certes, mais dans le management, il y avait sans doute mieux à faire avec lui. Après, il y a également un match où il n'était pas disponible parce qu'il était parti 2 jours auprès de sa femme qui venait d'accoucher. Mais il fait partie des joueurs pour qui la compétition était pénible. Très pénible, mais dans la mesure où, après on va revenir, on va très vite, on va arriver à Benzema. Dans la mesure où Benzema revient, les équilibres de vestiaire avec les attaquants sont profondément changés. Enfin, je suis pas d'accord, Bertrand. Il n'est pas obligé de mettre Tolisso à droite. C'est pas Benzema qui impacte. Mais après, Tu peux mettre Coman à droite. J'entends ce que tu dis, mais le truc de ramener ça, Benzema, il a pris la place de Giroud sur le terrain. Point. Oui. Non mais sauf qu'il y a un élément. Pour les ailiers, tu parles. Il y a un élément différent par rapport à 2018, c'est qu'en 2018, tu avais pu mettre Matuidi à gauche et Mbappé était à droite. Mbappé ne peut pas ou ne veut plus jouer à droite, donc il est à gauche. Et t'as pas le nouveau Matuidi de 2018 qui a été tenté avec Corentin. Il ne veut pas 4 offensifs. Il ne veut pas 4. Non, mais ça, je l'ai dit 800 fois. Donc après, on a le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais c'est comme ça que tu as gagné en 2018 et il ne voulait pas mettre 4 offensifs au coup d'envoi. Moi, j'en sais rien. Il faut lui poser la question. C'est pas moi qui fais la compo. Pour moi, c'est plus le gamin de 18 ans. Il est titulaire au Bayern. Il a marqué un but décisif en finale de la Ligue des Champions. Parce qu'on a tout le temps parlé ici des égos de Benzema, Griezmann, Mbappé, Giroud. Mais Coman, on dirait, il compte pour du beurre. Non mais au bout d'un moment, on a le droit aussi de le prendre en considération. C'est pareil pour Dembélé aussi. C'est un gros joueur. Donc c'est quoi, c'est une guerre d'égo alors? Parce qu'à l'arrivée, tu te dis tous ces joyaux vont nous faire briller, il faut jouer, et en fait tu t'aperçois, si on t'écoute, que c'est finalement que du mal. Enfin à l'arrivée, voilà, on a les joueurs qui se pètent parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Est-ce que Deschamps n'a pas loupé ça? Je pense que Deschamps, il est prisonnier de son choix. Il faut être prudent. Deschamps, il est prisonnier de son choix de faire revenir Benzema. Le pari de Benzema est gagnant, mais les conséquences de ce pari gagnant sont très néfastes. Puisqu'en fait, tu te retrouves dans la situation où Griezmann, à qui les clés du jeu sont données depuis plusieurs années maintenant, mais dans une situation difficile puisque Benzema est un attaquant qui décroche et il se retrouve peu dans la même zone que Griezmann. Mbappé, le joueur phare de cette équipe-là, il ne joue qu'à gauche maintenant, comme en club au Paris Saint-Germain, donc tu peux plus le faire jouer à droite, ça c'est terminé. Donc tu te retrouves à vouloir faire le 4-4 de Losange. Et au final, à bricoler, tu peux en faire sortir aucun des trois, puisque Mbappé, c'est difficile de faire sortir l'heure de jeu, sinon l'équilibre explose. Griezmann, tu lui as filé les clés du jeu depuis, donc il n'y a pas de raison qu'il sorte trop vite. Et Benzema, il était bon. Et du coup, tu sors personne, et donc Coman, il joue jamais. Dembélé, il rentrait 10 minutes quand il était là, et tu fais plus de changement en fait. Et donc les remplaçants, ils jouent pas, donc de la frustration. Quand tu as besoin d'eux, ils sont pas bons. C'est une mauvaise mayonnaise, quoi. On a parlé de la mauvaise ambiance hier qui régnait sur le terrain et donc entre les joueurs français avec pas mal de bisbilles. Il y a un très bon papier d'Hugo Delon qui est à lire là, à découvrir sur le site de l'équipe. Est-ce que vous confirmez, vous, qu'effectivement ça a été très tendu hier? Oui, déjà, on l'a vu en tribune. J'ai regardé le match avec Sébastien Taragon. On voyait les échanges qui étaient vifs. On ne savait pas encore ce qu'ils se disaient, mais on se doutait bien que ce n'était pas des amabilités. Après, c'est un moment de tension, c'est un 8e de finale d'Euro. Et Ludo et Jérôme ont joué, il y a des joueurs qui s'insultent, ça arrive. Mais c'est vrai que là, c'était quand même assez répétitif. Et celui qui a cristallisé ces tensions-là, c'est Paul Pogba, qui a eu des vifs échanges avec Pavard, avec Varane, Rabiot également avec Paul Pogba. En fait, ce qui lui était reproché par ses coéquipiers, c'est de ne pas suffisamment défendre et d'être intéressé uniquement quand l'équipe de France avait le ballon. Et il y a eu également aussi l'imbroglio, enfin la brouille avec Didier Deschamps qui demandait à son équipe de calmer le jeu dans les 10 dernières minutes et lui avait envie que la France continue de
de marquer. Donc je trouve que l'Euro de Paul Pogba est assez perturbant et difficile à analyser. J'ai entendu beaucoup de choses, que c'était le meilleur joueur de l'équipe de France, etc. Moi, je ne suis pas si sûr que c'était le meilleur joueur de l'équipe de France. Il a eu des gestes de classe incroyables qui t'ont permis de marquer des buts et de faire des passes décisives. C'est résumé en hier. Mais le problème, c'est que... le ballon perdu. Je veux dire, tu as tout l'Euro de Pogba en début. Et même, il y a tout Paul Pogba résumé, parce que c'est pareil, toutes ces saisons. Tu passes d'un but extraordinaire à ce ballon perdu. Mais comment, pourquoi en fait? Vous avez une question, Ludovic, à Bertrand, ou est-ce que vous êtes en tout cas convaincu ou satisfait par ces explications? Non, je comprends assez bien. En fait, une sélection, il faut comprendre que c'est une réunion en fait, d'ego. Hein. Ça arrive dans toutes les sélections. Je l'ai vécu avec la Pologne. C'est les batailles de qui va avoir le plus gros contrat pub, qui va avoir le plus gros ci, le plus gros ça. Entre Lewandowski, Błaszczykowski, tout ça, j'ai vécu la même chose avec la Pologne. Donc c'est pas vraiment surprenant. D'autant que Benzema arrive, bouscule un peu le leadership des uns et des autres, d'une équipe qui était déjà championne du monde. Qui prend les coups francs, qui prend les pénaltys. En fait, ça apparaît des petits détails quand tout va bien, mais quand ça saute, ces petits détails-là, ils sont mis en lumière. Et que tu es en vase clos. Paul Pogba, ça m'étonne pas, parce que, en fait, pour moi, il symbolise la fracture entre une équipe qui voudrait jouer haut, une partie de l'équipe qui voudrait jouer plus haut, et une partie de l'équipe qui voudrait rester plus bas et dans son confort de 2018, en fait, de cette solidité défensive. Pogba, lui, c'est un chasseur. Kanté, c'est un chasseur, c'est des garçons qui aiment défendre en avançant. Or, sur les matchs que l'on a pu voir, l'équipe de France a souvent attendu son adversaire, elle a très peu pris l'initiative, et elle a joué notamment avec beaucoup de phases de contre. Ça a laissé beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que beaucoup ont laissé des plumes, parce que... en 2018, tout le monde était au top de sa forme. Et là, Bertrand le disait, ce système-là, il faut que tout le monde soit dans une forme. Or, moi, je ne vais pas remettre en cause le préparateur physique parce qu'on traîne les stigmates en fait, d'une saison pour certains. C'est-à-dire combien ont été Dembélé, combien de blessures. Cette année, ça a été 44 matchs. Cette année, ça allait. Et du coup, il a trop joué. Quoi. Non, mais en fait, il a changé de cuistot. Mais plein de joueurs ont été comme ça, des petits bobos, des Pogba pas toujours joueur. Hernandez, c'est très compliqué justement. Pogba précisément. Donc en fait, tu payes une saison finalement, tu payes pas. Comment imaginer qu'en 3 semaines, un préparateur physique allait remettre tout le monde d'équerre? Mais il fallait faire venir Benzema avant. Si je m'arrête à ce que vous avez dit, Simon, c'est pas un point qui cristallise, mais c'est un point qui a rebattu les cartes. Mais on n'a pas eu le temps. C'est comme après un tremblement de terre. Il faut attendre un peu que ça stabilise et tout. Là, il y a eu un choc. Donc il n'y a pas eu de stabilité émotionnelle où chacun a pris réellement sa place, ou a eu de nouveau un nouveau rôle. Quoi. Donc moi, si je comprends ce qui est dit, pour moi, Benzema, il sort la tête haute. Il a fait un énorme tournoi. Enfin, voilà. Tout à fait. Mais dans ces cas-là, il fallait le faire venir. Si on le reprend, parce que pourquoi on ne l'a pas fait revenir avant? Et ensuite, tout serait mieux agencé. C'est peut-être ça la clé du... On parle de Benzema beaucoup, mais est-ce que la cassure, elle ne vient pas de Giroud-Mbappé aussi en début de tournoi où il y a une incompréhension un peu c'est le dernier match amical ou l'avant-dernier? La Bulgarie. Est-ce que finalement le groupe, il choisit pas à un moment donné un côté ou l'autre à ce moment-là? Non, parce que Giroud et Mbappé, ils ne s'aiment pas beaucoup déjà bien avant cette histoire. Et Giroud, franchement, il a eu une très bonne attitude tout au long de la compétition dans un rôle qui était difficile pour lui. Franchement, il a quasiment pas joué. Il a pas été très soutenu par le staff qui lui a assez peu parlé. Le staff parlait beaucoup aux joueurs titulaires. Donc de toute façon, c'était pas très amis avant, donc c'était pas problématique. C'est nouveau ça aussi, non? Juste le rapport au remplaçant par rapport au staff. Est-ce que c'est nouveau aussi? C'est la chose, je pense, que je m'explique le moins dans ce tournoi. Didier Deschamps répète très souvent que c'est pas les titulaires qu'il faut gérer, c'est les remplaçants. Tous les sélectionneurs disent ça. Et d'ailleurs, ce qui ressort beaucoup ton discours, c'est quand même ça là. Des scènes qu'on voyait aux entraînements, qui sont qu'1h30 par jour, on est bien d'accord. Mais on le voyait beaucoup. On l'a vu par la Kimpembe, Rabiot, les attaquants, etc. Très peu avec les remplaçants et des scènes qu'on n'a pas vues mais qui nous ont été rapportées. Il y avait pas ou peu de dialogue et il y avait peu de confiance. C'est-à-dire que Dubois qui est numéro 2, il passe numéro 3. Vous n'avez pas Hernandez et Digne, changement de système. Coman, mais il a très peu été utilisé. Et je pense que Zouma était même passé, Koundé était aussi passé devant Zouma. Enfin, il y a eu... C'est important parce que le sentiment d'abandon dans ces cas-là, pour les joueurs qui jouent pas, c'est très pénible. Et dans un contexte où tu es tout seul, machin, tu vois personne et compagnie. Exactement. Juste, je voudrais qu'on revienne aussi sur quelque chose qui est en train un peu de monter. Là, c'est ce qui s'est passé hier en tribune avec les familles, parce qu'apparemment, ça a beaucoup chauffé, notamment avec Véronique Rabiot. Quoi. Tout le monde en a pris pour son grade, manifestement. Oui, en fait, c'est plus son histoire que celle des autres familles, puisque elle a distillé un certain nombre de commentaires
Elle a refait le match, tout au long de. Elle faisait le match. Ah oui, d'accord. C'était la grande soirée, quoi. Mais ils n'avaient pas forcément envie d'entendre tout ça, les familles, vu le scénario de la rencontre. Et non, on en rigole, mais c'est vrai que là, ça a été très très mal perçu. Il y a ceux qui ont été visés, donc par exemple le père de Kylian Mbappé, je pense 5 à 10 secondes après le pénalty raté par son fils, s'est vu entendre dire j'espère que vous allez l'engueuler ou le juster, etc. C'est juste inhumain. Donc, et visiblement la famille Mbappé n'a pas réagi, donc c'est tout à leur honneur. Ah oui. Également même chose avec Paul Pogba, puisque sur le terrain se jouait une brouille entre Adrien Rabiot et Paul Pogba, et en tribune Véronique Rabiot était également très énervée contre certains membres de la famille de Paul Pogba et d'autres familles, parce que évidemment toutes les familles sont ensemble, vivaient ça, entendaient ça, et étaient absolument interloquées, choquées par ce qui se disait. Et je crois savoir que quand ils sont sortis du stade, il y avait des allures d'enterrement, quoi. Personne ne parlait. Enfin, c'était une ambiance très très pesante, très difficile. C'est vrai que ce comportement est assez curieux quand même. Des journalistes en ont aussi pris pour leur grade, quoi. Oui, il y a des journalistes qui se sont vus reprocher que Mbappé était trop défendu par les médias et que Adrien Rabiot n'était pas, notamment depuis 2018, etc. Donc, mais de toute façon, ça pour le coup, c'est pas propre à Véronique Rabiot. Globalement, les entourages considèrent toujours que la presse est en cabale contre eux et défend le concurrent. Ça, c'est assez classique. Alors, on va parler de Didier Deschamps dans quelques instants, après la petite lucarne de Pierre-Antoine Lamcourt. Juste votre sentiment, Noël Le Graët a dit qu'il allait discuter avec Didier Deschamps pour connaître un petit peu ses motivations. Vous qui suivez l'équipe de France depuis plusieurs mois maintenant, qui côtoyez Didier Deschamps, est-ce que vous le sentez capable d'arrêter ? Non. Non, si ça avait été un fiasco, t'es éliminé en phase de poule. Si tu prends 4-0 face à la Suisse, oui. Là, t'es sorti d'une compétition sans avoir perdu. Non mais les mots ont un sens. C'est une grande déception, c'est un échec. C'est pas un fiasco. Hier la France n'a. Si, t'es champion du monde, tu te fais sortir par la Suisse. Mais zéro défaite. Mais t'as pas perdu. Je défends pas le bilan. C'est un échec, c'est un gros échec. Un fiasco, c'est t'as pas gagné un match. Un fiasco, c'est t'as pris 4-0 hier. On a gagné un. Mais t'en as gagné un. Mais t'en as perdu 0. Mais c'est un échec, c'est un gros échec. Mais je pense que Didier Deschamps, finale de l'Euro 2016. Coupe du Monde 2018, éliminé en 8e là, grande déception, gros échec. Il a mérité de défendre son titre de champion du monde en 2022 et après on en discute. Et je suis surpris. Mais c'est lui, est-ce qu'il aura. Évidemment qu'il a. Personne ne va appeler à ce qu'il démissionne. Mais est-ce que lui, il aura envie de ça ? Moi, je n'imagine pas un instant Didier Deschamps partir là-dessus. Enfin, on l'imaginait pas rappeler Benzema, donc personne ne le connaît vraiment, Didier Deschamps. Non, c'est vrai. Vous avez raison, Nabil, là-dessus. Mais franchement, là, je vois pas pourquoi il partirait. Mais non, mais moi aussi, je pense pas qu'il partira. Mais je suis très surpris de la déclaration. Mais c'est une question qui se pose. Voilà. Je suis surpris de la déclaration de Noël Le Graët, quand même. Oui, en fait, ce qu'il veut Noël Le Graët, c'est connaître les motivations des choses, savoir s'il a encore envie. Évidemment, il va pas lui dire merci Didier, au revoir. Mais il peut lui dire Didier Deschamps garde toute ma confiance et puis après ils discutent entre eux. C'est quand même pas tout à fait pareil. Oui, il a peut-être. Enfin, après, je pense que les deux sont proches. Non, mais il va faire. Oui, c'est pour ça que je suis surpris de la déclaration. Il va faire son bilan froidement. En plus, il peut être conseillé par Véronique Rabiot qui a vu le match de près. Lui expliquer ce qu'il va. Une médiatrice. Merci beaucoup. Merci à vous. Bertrand Ladon. Je le laisse pour Pierre-Antoine. Oui, laissez-le. Vous avez bien raison, mais. Très heureux de revoir Bertrand. Et moi aussi, je suis très heureux de vous revoir en vrai. Pour la qualité de votre émission. Merci à vous. Et merci d'avoir été avec nous tous les soirs durant cet Euro. Dans un instant, on garde le plexi, Pierre-Antoine Lamcourt, la petite lucarne, et puis on s'intéressera effectivement à Didier Deschamps. À tout de suite. On est de retour sur le plateau de l'équipe d'Estelle. Dans un instant, on évoque Didier Deschamps. Est-ce que c'est le premier responsable de l'échec des Bleus? Et puis surtout l'avenir de Didier Deschamps. Des déclarations très étonnantes de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, il y a quelques instants. On vous dira tout juste après la petite lucarne de Pierre-Antoine Lamcourt. C'est maintenant, c'est parti. Ça va Estelle? Ouais. Hop là. Bon écoutez, ça, petite larme quand même, là ça pourrait... Larmichette. Larmichette, parce qu'ils sont pas foutus d'offrir une belle sortie à Estelle Denis. Oui. Elle aurait pu sortir en apothéose. Fin de l'équipe, champion d'Europe, elle a fait champion du monde, champion d'Europe, et non, ils vous ont même pas offert ça Estelle, même pas ça. Je suis dégoûtée. Bon ça va, on se remet un peu, hein, doucement, mais sûrement, il y a quoi? Il y a le Final Four qui arrive en octobre, et puis la Coupe du Monde, ça va être... Enfin, vous serez plus là. La Coupe du Monde aura lieu, je vous assure. Oui, quand même. Ah, ok, super. Alors, hier, on a eu la bonne idée avec Thomas Gonçalves de poser des caméras pour filmer les gens qui regardaient le match. Une terrasse, heureusement, il y avait un supporter suisse. Vous allez voir, tout allait bien jusqu'à la 15e minute où, évidemment, Seferovic a pété l'ambiance. Vous allez voir.
Il est où le Suisse? Il est là, vous allez voir, il est avec son sandwich. Ouais, lui il est content. Voilà. Ouais, petite caution. Ah, bah voilà. Non, c'était vraiment un ascenseur émotionnel, 55. Alors le Suisse là, il est un peu triste. Mais bon, il remet les pendules à l'heure. Il y a toujours un 0, Et puis 57e, but de Karim Benzema, alors là on le sent. Ouais, il est tout seul, il est seul dans son coin, on sent que voilà, il est pas bien. 2-1, c'est pas terrible. Et oui, ascenseur émotionnel, ça y va. Hein. Allez les Bleus, on y va, c'est parti. 59e, alors là, doublé de Benzema, autant vous dire que notre ami Helvète, bon, et vous connaissez déjà, le scénario du match, donc ça va se renverser. Alors il y a encore quand même le chef-d'œuvre de Pogba à la 75e. Il a enlevé son gilet, ouais, il a chaud là, on sent qu'il a chaud. Il a très très chaud. Mais là, 81e minute. Et oui. Et alors les petits Français. Allez, on y va. Et là, problème pour l'égalisation. Je vous assure, c'est pas. Regardez, la télé se coupe. Alors des rumeurs disent qu'il y a but dans les bars d'à côté. Alors ils vont voir dans le bar d'à côté, apparemment ils regardent sur l'application de l'équipe, je crois qu'il y a 3 partout. La rumeur enfle, ils reviennent, il y a 3-3. Terrible. Alors évidemment notre ami suisse, il jubile. Ouais. Et là évidemment, terrible, le tir de Kylian. Eh ben ouais, il est content. Il y a ses béquilles. Évidemment, la jeune fille a bien résumé la situation, le match d'hier soir. Eh oui, je l'avais dit, bordel de cul, c'est toujours important de le dire. C'était très élégant. Alors évidemment, Estelle, la tristesse est immense, la blessure est profonde pour les supporters français. Et ce matin, on a retrouvé Ludo. Vous savez, ça fait un petit moment qu'on n'avait plus de nouvelles. Je peux vous dire qu'il a passé la pire journée de sa vie. Allez mon Ludo, remets-toi. La Coupe du Monde, c'est dans 1 an et demi. Ça va le faire. Ah ouais? Ouais. Benzema, il y sera encore? Eh oui. Allez alors! Allez, on y va. Allez! Oui! Allez, Karim! La Coupe du Monde! Ah, il m'a repimpé, l'Olivier Ménard! Allez, Karim! Alors voilà, on le retrouvera, Ludo, évidemment. Bien sûr. Enfin, pas vous, Estelle, mais nous, on le retrouvera. Je le regarderai avec plaisir. Oui, évidemment, on espère. En tout cas, voilà, vous savez peut-être pas, mais Ludo a eu de la concurrence hier, avant et pendant le match, puisqu'en France, en Suisse aussi, ils ont leur Ludo. Ah bon? Eh oui, il s'appelle Sylvain Favre, c'est un ultra suisse. Et il s'est livré aux caméras de Confession Sportive hier, durant la journée. Sylvain Favre est un supporter de la Nati et nous l'avons suivi toute la journée. Suisse. Alors aujourd'hui j'ai posé un RTT parce que c'est un jour particulier, on va aller soutenir la Nati qui joue contre les petits Frous ce soir. Alors d'habitude je regarde le match au chalet, mais là je suis resté à la ville. On va aller foutre le chenille un peu en ville là, on va aller mettre le bazar. Allez, on y va. Allez la Suisse. Merci. Avant chaque rencontre, Sylvain aime aller au contact des supporters adverses. Comment tu t'appelles? Jean-Marie. Jean-Marie. Moi c'est Sylvain, c'est la Suisse. Bah oui. Bon, on est tout de bon, tout en forme là, on va mettre le chenille dans la ville, on va mettre le bazar. Salut Sylvain. Hey. Allez la Suisse. Ah, ils sont sympas ces petits Français. Sylvain est un supporter au sang chaud et il n'hésite pas à commettre des actes de vandalisme en plein jour. Allez, pour le fun, je refais un fumigène suisse. Hop là, fumigène. Allez, hop, Suisse. Hop, hop, hop. Et il n'a pas peur d'aller au contact avec les supporters de l'équipe adverse. En communication. Bonjour. Hop, Suisse. Allez, t'as besoin 5 pour la Suisse. Et voilà. Alors là, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire en Suisse. On va se faire un district basket. Allez, on se taille. Hooligan dans l'âme, Sylvain ne peut pas quitter le centre-ville sans s'en prendre à un véhicule. Oh, oh, oh. Ah, il a pris une amende. 35 €, on va lui laisser, hein? Service, si on peut rendre service, c'est toujours bien. Allez, on lui laisse la petite pièce et puis ça ira bien. Au-delà des actes, Sylvain a aussi des chansons très violentes envers le corps arbitral. L'arbitre, on ne t'apprécie pas beaucoup. Voilà, allez, bon match. Le match arrive, donc évidemment, on va aller se faire un peu de fight avec les supporters adverses. On y va. Pour ne pas heurter nos jeunes téléspectateurs, Allez, nous avons Suisse. décidé de flouter les images de cette bagarre. 1, 2, 3. Alors, c'est moi je gagne. Et voilà, c'est la victoire de la Suisse. Mais tout de bon quand même. Allez, on y va.
C'est l'heure du match pour Sylvain et dès la 15e minute, il laisse littéralement exploser sa joie sur le but suisse. Et but suisse, hop, 1-0. Il y a du spectacle de partout, dans tous les sens. On s'amuse beaucoup. Hein. Si Mbappé rate, nous sommes en quart de finale de l'Euro. Ça serait fantastique. Là, j'explose de joie, littéralement. Hein. Ah, il a raté. Victoire. Nous sommes en quart de finale. Santé, les frouses. Ta gueule. C'est compliqué. Allez, bravo à lui. Et puis, on espère qu'il nous fera vivre peut-être ou peut-être pas la suite avec la Nati. Et il a vraiment fait parler de lui. Regardez sur les réseaux, il y a un compte, les héros de l'Euro, officiel, compte officiel, qui a parlé de lui. Regardez sur l'écran géant, sur la place, en photo. Non. Il est là. Il est là. Ah bah ouais. Il est là, Sylvain Favre. C'est mon Sylvain Favre. Ah oui, c'est à Rome, dans la fan zone. Ah bah voilà, super. Vous voyez. Après Ludo, Sylvain Favre. On se quitte avec une petite image d'un supporter suisse qui a fait hop suisse, mais sur l'escalator. Aïe, 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 Aïe. Elle est toujours bonne à revoir, celle-là. Allez, à demain, salut. À demain, Pierre-Antoine. Allez, on va revenir bien sûr sur l'équipe de France, éliminée donc hier en 8e de finale de l'Euro par la Suisse. Hier, après le match, Didier Deschamps a livré ses premières impressions en conférence de presse et il a assumé ses responsabilités. Écoutez. Je sais très bien comment c'est fait. Quand l'équipe de France gagne, c'est avant tout le mérite aux joueurs. Et quand ça se passe moins bien, c'est ma responsabilité. Mais je l'assume. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis avec les joueurs sont avec moi. Donc c'est un moment pénible, même si ça reste du football. Mais on avait l'envie, l'ambition, la force aussi de poursuivre. Mais malheureusement, ça s'arrête là. Il faut l'accepter. Et au lendemain de cette élimination de l'équipe de France, le président de la Fédération française, Noël Le Graët, a réagi. Et c'est assez étrange, hein, franchement, ces déclarations. Didier a besoin de réfléchir, moi aussi, faire le point sur sa motivation et son désir. On ne va pas tout remettre en cause après tout ce qu'il a fait. J'attends de le voir et qu'on discute ensemble pour faire le bilan de cette compétition. Franchement, Jérôme Alonso, on a connu plus chaleureux quand même comme soutien. Oui, comme soutien, surtout dans un instant où ton président, tu aurais peut-être besoin d'avoir des mots plus, j'allais dire tendres. Non, c'est pas le moment. Mais non, mais de soutien. Apaisant, de soutien. Surtout, c'est vraiment un duo qui est soudé, quoi. On peut pas dire qu'en ce moment, Noël Le Graët soit roi de la com, de toute façon. Non. C'est pas ça ne serait pas sa première maladresse. Non, je sais pas. Oui, c'est sûr, bah oui. Voilà, donc, mais je me bats à la place de Deschamps, effectivement. On n'a pas trop le temps, mais on aura le temps de dire plus tard qu'effectivement, il a eu des manquements dans son management, dans ses choix, dans sa liste. Enfin non, c'est lui le boss, hein. C'était mon ardoise, c'est lui le boss. Donc à un moment donné, on ne peut pas le dédouaner de tout, mais je me mets à sa place, c'est du sport de haut niveau. Ils sont passés à côté, ok. Maintenant, ton boss au-dessus, il te dit, t'as encore envie, t'es sûr ? Bon, on va se voir. Réfléchis bien, surtout. On va bavarder, réfléchis bien. Parce que moi, au pire, j'ai quelqu'un. Hein. Tu vois, c'est pas très grave. Hein. Oui, alors on rappelle qui est le quelqu'un, c'est Zinedine Zidane qui n'a pas de club. Et c'est vrai que les choses se goupillent. Oui, effectivement, on a connu soutien plus marqué, on va dire. Et alors, en termes de soutien marqué, alors évidemment, on vient de parler de Zinedine Zidane, mais il en a parlé aussi, Noël Le Graët, c'était le bon moment. Zidane est un homme que j'apprécie. On ne va pas refaire son parcours de joueur et d'entraîneur. Zidane arrivera bien un jour à la tête des Bleus. Quand ? Je ne sais pas, je n'ai pas de scoop à vous annoncer aujourd'hui. Là encore, moi je suis Didier Deschamps quand même, je me dis, ah ouais d'accord. C'est étrange, hein, parce qu'en plus il l'a prolongé 18 ans avant la prochaine compétition, et là, sorti en 8e de finale, il lui met un double taquet, ça serait un peu fort, mais en tout cas, il arrive à nous affiche faire... pas un soutien énorme. Il arrive à nous faire réagir sur ses propos, ce qu'on n'imaginait pas vraiment. Il aurait pu dire... Didier est champion. C'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Didier est champion du monde. Il a fini premier de la poule. Voilà, le foot a fait que malheureusement on prend un but à la 90e. On ne peut pas toujours gagner. Voilà, non mais tout ça. Bah oui. Bah non là. Bon, après, est-ce qu'il répond à une question aussi ? Est-ce que quelqu'un derrière va pas lui dire ? Il est pas obligé de répondre. Hein. Il peut faire la langue de bois. Mais voilà, mais il peut faire de la langue de bois. Voilà. Ouais, mais il peut aussi commencer à envisager ça, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il se dit, après tout, peut-être que Didier a besoin de réfléchir. Si on connaît Deschamps, on sait qu'il va avoir envie de prendre sa revanche sur cet Euro et de vouloir essayer de conserver son titre de champion du monde. Mais c'est vrai que Noël Le Graët est pas super chaleureux, quoi. Voilà, mais pour le coup, Deschamps a eu tort quand même sur le match contre la Suisse. Donc il a le droit, en tant que son supérieur, son patron, de mettre un petit peu la pression, et quand ils se verront, lui dire, bah là, ça a été un échec dans la façon d'aborder ce match-là, peut-être même l'Euro. Ça fait 9 ans que Didier Deschamps est à la tête de l'équipe de France. Voilà, il a gagné la Coupe du Monde, il a été finaliste de l'Euro, il a été quart de finaliste de la Coupe du Monde. Vous comprendriez, vous, qu'il puisse y avoir une usure ?
Totalement, oui. Une usure pour lui-même, une usure du groupe. Et puis surtout, on est sur le même logiciel depuis maintenant pas mal de temps. On est sur une équipe est sur une génération où on a un potentiel offensif qui est quasi inégalable. On a presque trop, Ce en fait. potentiel offensif, il est un peu annihilé par la façon dont on joue. On l'a vu encore durant cet Euro. Moi, le retour de Benzema, je m'étais dit, peut-être qu'il se dit, finalement, il n'est pas impossible que gagner comme en 2018, on sera peut-être un peu juste. Peut-être qu'il faudra changer notre façon et peut-être que c'était... On a gagné une fois comme ça, mais on ne gagnera plus comme ça. Et je pensais qu'on allait partir dans cette partie-là. Ça n'a pas été le cas. Si, une demi-heure contre l'Allemagne, où on a justement pris les choses en main, on a commencé à avoir des combinaisons, on a commencé à avoir du jeu. J'étais hyper emballé. Je me suis dit, ça y est, la route est... Parfois une demi-heure en fait. Ouais, ça y est, on est lancé. Portugal. Mais paradoxalement, c'est 2 fois où tu acceptes de jouer avec un déséquilibre. Et c'est pour moi une hérésie de penser que dans une grande compétition, un garçon comme Coman n'est pas capable de faire des efforts défensifs et qu'un garçon comme Mbappé n'est pas capable de faire des efforts défensifs. D'autant qu'il y a des milieux de terrain, et notamment Kanté, que tu as décidé de mettre en sentinelle, qui aurait pu justement, lui, c'est le roi de la compensation, il peut gérer les absents. Ouais, alors physiquement, Kanté, il n'a pas eu l'air d'être à son top quand même dans cette compétition. Voilà, et c'est pas de la faute de Didier Deschamps pour le coup. Ouais, mais non, parce qu'on n'a pas pu voir. En fait, quand tu fais des courses que défensives, et ben, psychologiquement, tu morfles. Demandez à n'importe quelle équipe, une équipe qui a le ballon tout le match et une équipe qui a couru tout le match. On va rester sur Deschamps quand même. Vous allez voir la plus faible. Non, mais il a bridé pour moi Kanté. C'est-à-dire sur ce qu'on a vu sur la finale de la Ligue des Champions et sur les derniers mois de Kanté, le fait de l'avoir fait jouer dans ce rôle-là, il l'a un peu bridé. Donc oui, il y a une usure, mais je ne suis pas sûr qu'il soit opportun de changer maintenant. On est à 1 an et demi de la Coupe du Monde. Voilà, si Zidane devait arriver, ça sera lui le candidat normalement choisi, il faut qu'il ait vraiment du temps. Tu peux le louper, pouvoir... parce que s'il retrouve un club dans 1 an, il se dit, peut-être qu'il se dit, si je le prends pas maintenant... Il y a une fenêtre de tir en fait. Il faut peut-être rappeler que Didier Deschamps est le sélectionneur qui est resté le plus longtemps, plus que Michel Hidalgo, et qu'il est à 117 matchs avec les Bleus. Il n'y a aucun sélectionneur qui a fait plus de 100 matchs avec l'équipe de France en tant que coach. C'est lui qui a la réponse au fond de lui-même. J'imagine que... Est-ce que déjà, il va tirer un bilan assez rapidement? Est-ce qu'il a toujours la main sur ce groupe? Est-ce que son discours passe toujours? Est-ce qu'il faut passer par une évolution dans le jeu? Est-ce qu'il faut régénérer, quitte à choisir, faire des choix forts également? Ce qui s'est passé en fin de match hier n'est pas anodin. La guérilla en tribune, plus les joueurs qui s'invectivent et tout. Bon, c'est pas quelque chose qui était habituel avec Didier Deschamps. Et moi, en termes de management et tout... Pour moi, Didier Deschamps, il était toujours au-dessus, c'est-à-dire que personne n'était intouchable. S'il fallait sortir un gars, il le sortait. J'ai pas cette impression-là. Je vise personne, mais j'ai pas cette impression-là. Je crois qu'on a compris. Non, mais... Vous visez, on va dire, Kylian Mbappé et Karim Benzema, quoi. Benzema, il est sorti. Oui, sur blessure. Oui, mais il l'avait sorti aussi un match avant, à la fin. Bon, je pense que c'est pas Benzema. Donc c'est Mbappé. Par exemple, je pense que est-ce que s'il fallait faire ce choix-là rationnellement et sportivement, est-ce qu'il allait le faire? Parce que là, les histoires de Giroud Gate, coup franc Gate, penalty Gate, système Gate, mais je veux dire, on s'est retrouvé avec une accumulation de choses pas habituelles. Donc c'est à lui il va faire le point, il va tirer le bilan, et puis ensuite il va peut-être continuer, mais avec des changements assez forts. Il faut faire attention au mandat de trop. On a vu Joachim Löw. Même s'il a fait des choses absolument fantastiques. Je pense que c'est lui qui a la réponse. Et voilà, après, évidemment, il faut rester dans la nuance. Pas brûler ce qu'on a aussi aimé il y a quelques temps, parce qu'il a remis le football français en selle, il a redoré l'image du football français, il a gagné et il a donné tout simplement de la joie aux Français. Et ça n'a pas de prix. Il va rester, il va partir. Moi, je pense que le suspense est permis maintenant. Ouais. Parce que 1000 raisons, Zidane en a envie, je pense que la Fédé en a envie aussi. Effectivement, il y a une fenêtre de tir qui est maintenant. La Coupe du Monde, c'est 1 an et demi. 1 an et demi, tu peux bosser quand même, dans l'absolu. Donc encore une fois, c'est Deschamps qui va... Je pense que lui, et puis il l'a fait déjà à la Juve, il l'a fait à Marseille. Oui, personne ne va le virer. Voilà, puis quand il veut partir, il part. Si lui sent qu'il est une usure, il l'a toujours fait, sans rien demander. Ok, je sens que c'est plus le moment, je m'en vais. C'est ça. Autant hier, mais là, tout ce qui se passe, je me dis qu'on va avoir quelques débats et que le suspense est permis. Là. Ouais, c'est pas impossible. Thibaut Vézirian,
Alors, il n'y a pas de Deschamps bashing sur les réseaux sociaux. bah non. Voilà, Non. c'est pas un truc complètement fou. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui veulent qu'il y ait du respect éternel pour Didier Deschamps. Donc, voici le tweet qui le dit. Pour autant, il faut aller chercher pour répondre à la question sur le hashtag ou les tweets autour de Zidane pour la mieux comprendre et voir que, en effet, beaucoup imaginent Zidane dans cette situation. Voilà, il attend le coup et donc c'est pour vous dire que, en effet, aujourd'hui, dans l'instant T, c'est 98% des gens qui ont envie de voir Zidane et du changement et un renouveau chez les Bleus. Le prochain match, c'est Suède-Ukraine, dernier 8e de finale de l'Euro. Il y aura l'équipe de la mi-temps évidemment, l'équipe du soir. Vous voulez faire des pronos sur Suède-Ukraine? Allez, 2-0 Suède, 2-1. 2-1 Suède. 2-0 Ukraine. 1-0 Suède et aller l'Ukraine. Bon, écoutez, moi je pense que ça va être la Suède, donc forcément ce sera l'Ukraine. Voilà. On se retrouve demain à 17h. Demain à 17h. On fait. Ah, formidable, c'est quoi? Gagner un maillot sur le compte Twitter de l'équipe Estelle, un maillot d'une marque dédiée au foot féminin. Super. Donc c'est à gagner, c'est déjà lancé. Et demain on se retrouve à 17h, 19h45, 2h45 pour discuter notamment de l'équipe de France. Salut à tous.